Merci de votre écoute et de votre fidélité. Comme tous les matins, nous retrouvons notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous. Alors on le disait hier, on l'annonçait, ça y est, le cap des 600 jours de guerre a été franchi. Est-ce qu'on peut faire un point peut-être des derniers développements sécuritaires, comme tous les matins d'ailleurs, à Gaza d'abord Pascal? À Gaza, l'opération Chariot de Gédéon, lancée maintenant depuis une dizaine de jours par Tsahal, continue. Les troupes israéliennes contrôlent environ 40% de l'enclave côtière. Pas de combat direct entre Tsahal et le Hamas. Pour l'instant, Tsahal avance et repousse le Hamas qui ne cherche pas l'affrontement direct. Mais c'est évidemment une phase ultérieure. Pour le moment, justement, cette avancée de Tsahal sans combat direct permet aussi à la négociation de progresser et également au programme d'aide humanitaire de la Fondation américaine, la Fondation humanitaire de Gaza, de se mettre en place, puisque c'était hier le deuxième jour d'opération, qui cette fois-ci d'ailleurs s'est déroulé sans incident. 6 000 colis de vivres ont été distribués, malgré les tentatives du Hamas de torpiller la mission, y compris en publiant des communiqués affirmant qu'il y avait eu un assaut et des incidents, ce qui était inexact. En fait, le premier point de distribution avant-hier, qui avait été effectivement le théâtre d'incidents à Tal Sultan, à Rafah, est resté fermé hier pour réparation. Mais un autre a été ouvert dans le centre de la bande de Gaza, à Morag, et là, les choses se sont déroulées sans incident. Et le Fonds humanitaire pour Gaza qui dément les informations donc à propos de scènes de chaos, de morts lors des distributions d'aide humanitaire. Puis il y a aussi ces accusations d'Israël contre l'ONU. Qu'est-ce qu'a dit justement Israël hier? Est-ce que c'est important, Pascal? Oui, il y a maintenant un nouvel acteur, en quelque sorte, dans le jeu humanitaire à Gaza. Il y avait jusqu'à présent l'ONU et le Hamas. L'ONU qui, évidemment, à travers l'UNRWA, a des contacts directs avec le Hamas, même s'il remplit sa mission de distribution de vivres et de denrées et de médicaments à la population de Gaza. Mais il y a évidemment une opposition dans la mesure où l'aide humanitaire devient aussi un outil tactique, un moyen de pression pour forcer le Hamas à capituler. Et le Hamas comprend parfaitement que s'il perd le contrôle de l'alimentation de la population de Gaza, il perd son emprise sur cette population. Donc ce qui se joue maintenant est extrêmement critique et cela vient s'ajouter à l'ensemble des pressions pour obliger le Hamas à accepter un accord sur la libération des otages. Alors, on parle justement des otages. À nouveau, hier, des manifestations dans tout le pays. Le ras-le-bol, Pascal, on peut le dire, de la société israélienne. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces manifestations? Beaucoup de déclarations à la fois des familles d'otages, des otages rescapés qui ont une nouvelle fois témoigné, appelé le gouvernement à conclure un accord le plus vite possible. Tous les rescapés ont rappelé les conditions et les sévices que subissent encore au moins les 20 otages considérés encore en vie dans la bande de Gaza parmi les 58 toujours captifs du Hamas, et appelle évidemment à une décision du gouvernement d'accepter un accord. Il y a eu des chaînes humaines, des rassemblements, des prières, des lâchers de ballons dans tout le pays. Véritablement, ce 600e jour marqué hier était aussi le 600e jour d'attente de libération, de retour des 58 otages. De son côté, alors sur la scène politique à présent, on a entendu aussi le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, lui qui a menacé, pour lui un accord sur les otages avec le Hamas permettrait au groupe terroriste de se refaire. Il a dit qu'il ne le permettrait pas. Justement, quel impact ces propos ont justement en Israël? Est-ce que c'est important? Ouais. Il faut d'abord comprendre dans quel contexte Bezalel Smotrich s'est exprimé hier soir. En fin de journée, hier, Steve Witkoff a annoncé qu'il s'apprêtait à présenter une nouvelle proposition d'accord entre Israël et le Hamas. Le document doit encore être relu par le président Trump, mais j'ai bon espoir que nous parviendrons à un cessez-le-feu provisoire et à un règlement pacifique sur le long terme. C'est ce qu'a affirmé l'émissaire américain.
Ce nouveau plan pourrait donc être connu dans la journée ou du moins transmis aux négociateurs des deux camps. Depuis qu'Israël a rappelé son équipe de négociateurs du Qatar la semaine dernière, c'est Steve Witkoff qui traite directement avec les deux camps et les Américains seraient prêts à mettre sur la table des garanties qui assureraient qu'une fois la nouvelle trêve engagée, les négociations sur la fin de la guerre auraient bien lieu, contrairement à ce qui s'était passé au début de l'année. Si le principe est accepté, l'accord peut être bouclé en quelques jours. C'est ce qu'on estime à Washington. Et c'est donc après ces déclarations que le ministre et leader de sionisme religieux Bezalel Smotrich a averti qu'il ne cautionnerait pas un accord partiel, qui lui a d'ailleurs valu aussitôt après de se faire taper sur les doigts par son collègue des Affaires étrangères. S'il y a une chance de libérer les otages, il faut aller dans le sens de l'intérêt national, a déclaré Gideon Sa'ar. Alors vous parliez de Steve Witkoff, autre déclaration par ailleurs, alors liée évidemment à la situation au Proche-Orient, mais bon en dehors de Gaza, c'est ce qu'a dit Trump au sujet de l'Iran. Il a répondu notamment à Benyamin Netanyahou, Pascal. Oui, Donald Trump a confirmé hier qu'il avait bien averti Benyamin Netanyahou de ne rien tenter contre l'Iran, alors que le président américain est en train de négocier un accord sur le nucléaire iranien. Ce serait vraiment inopportun alors que nous sommes très près d'une solution, a expliqué Donald Trump. Si nous arrivons à un arrangement avec un document très solide, avec des inspections, des contrôles, la possibilité de détruire tout ce qu'on veut, mais sans tuer personne, je ne fais confiance à personne, je ne fais pas confiance aux Iraniens, a encore expliqué le président américain. Le bureau du Premier ministre israélien avait démenti hier matin les révélations du New York Times qui affirmait que Trump avait donc averti Netanyahou de ne pas attaquer l'Iran. Et le quotidien américain affirmait aussi qu'Israël avait un plan de frappe des installations nucléaires iraniennes qui pouvait être mis sur pied en 7 heures pour mettre les États-Unis devant le fait accompli et le contraindre à intervenir pour empêcher l'Iran de contre-attaquer. On voit donc que Donald Trump a cette fois-ci confirmé publiquement qu'il avait averti le Premier ministre israélien de ne tenter aucune attaque contre l'Iran pendant qu'il négocie. Alors, il nous reste 1 minute, Pascal. Peut-être un mot aussi de ce qui se passe sur le front nord. On a entendu hier soir le chef d'état-major de l'armée israélienne. La lutte contre le Hezbollah n'est pas terminée, a-t-il dit. Oui, le Hezbollah qui, de toute façon, essaye encore de refaire ses forces au sud Liban, de rétablir ses infrastructures, ce qui explique les interventions constantes de Tsahal pour empêcher toute tentative de réarmement du Hamas, du Hezbollah, d'attaque contre la frontière nord. Donc la vigilance reste de mise, même si le cessez-le-feu tient bon depuis maintenant un peu plus de 6 mois. À noter qu'on en parlera tout à l'heure avec Stéphane Juffa, justement à partir de 6h20. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, comme tous les